Port-Olona, le 6 novembre 2016. C'est le grand jour pour Jean-Pierre Dick et toute son équipe. Après 3 ans de travail intense pour construire et mettre au point le nouveau Saint-Michel-Virbac, JP s'engouffre dans le chenal des Sables d'Olonne et rejoint la ligne de départ de son 4e Vendée Globe. Une course mythique où l'homme se bat avec l'océan et avec lui-même pour accomplir l'exceptionnel. Entièrement dévoué à cette épreuve qui rythme sa vie depuis 16 ans, Jean-Pierre ambitionne de se hisser sur le podium de cette 8e édition. Concentré et déterminé, le skipper azuréen s'offre un départ canon et se glisse dans le trio de tête dès les premiers milles du parcours. C'est vrai que la première nuit, j'ai pas mal poussé sur le bateau, j'étais en confiance avec mes foils. J'y ai laissé certainement un peu trop d'énergie, mais au petit matin, je suis en tête avec Armel et Alex et ça reste un beau moment globalement. Parti sans doute un peu trop vite, Jean-Pierre se brûle les ailes sur ses 3 premiers jours de course. À la bagarre avec Armel Lecléache et Alex Thompson au large du Cap Finistère, le skipper niçois tient la cadence et s'empare même de la première place le 8 novembre. Mais au passage de l'île de Madère, par manque de lucidité, comme il le concédera lui-même, il tarde à empanner et perd 10 places en une journée. Beaucoup de nuages aujourd'hui sur la route du Saint-Michel-Virbac. Des nuages qui m'ont arrêté et fait perdre le contact avec les premiers. Bon, va falloir cravacher pour remonter tout ça, n'est-ce pas? C'était un moment pour moi psychologiquement le plus difficile, quoi. Pendant 3 ans, vous êtes défoncé à créer ce projet et vous dites, je suis en train de passer complètement à côté de la plaque de mon Vendée Globe, quoi. Ouais, je suis toujours un peu pudique, mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis effondré, envie de crier, une haine qui vient et qui vous prend, mais il a fallu la transformer en positif. Et à un moment, le déclic s'est fait tout de même en disant, la course est longue, il faut garder le moral, il faut y aller, et maintenant il faut pousser, quoi. Mais avant de revenir dans le match, Jean-Pierre va être freiné par un problème technique. Le coinceur de J0, cette caisse qui tient la voile d'avant et la tend vers le bas, va lâcher. Rien de grave, mais ce problème technique va lui faire louper le wagon d'une météo exceptionnelle qui va propulser les leaders au Cap de Bonne-Espérance en un temps record. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'histoire d'une course qui va pas bien pour le Saint-Michel-Virbac et Jean-Pierre. Voilà, mais bon, le JP il est bien mariné maintenant. Il va attaquer et tout va bien se passer. Ok, ciao, bye bye, youhou. Pas question donc de se laisser abattre. Jean-Pierre passe en mode chasseur, bien décidé à remonter un à un ses adversaires. Thomas Ruyant, pour commencer, puis Jean Lecam, dont il dérobe la 9e place au terme d'une belle bagarre au large des côtes brésiliennes. Et oui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Jean Lecam. Nos routes viennent de se croiser, on vient de se parler par VHF, un petit mot sympa. Ouais, allô, Jean-Pierre, tu me reçois? Ouais, comment tu vas? Bah écoute, pas mal, ça va bien. Toi, tu vas comme un avion, dis donc. En mode avion, en mode fusée même, Jean-Pierre, que Jean Lecam surnomme désormais le Chevalier Noir, commence à prendre pleine possession de ce bateau qu'il n'a pas eu le temps d'apprivoiser avant le départ. Mené par un skipper plein d'assurance, Saint-Michel-Virbac s'envole sur ses foils et s'engouffre à pleine vitesse dans les mers du Sud. Après le poteau noir, au contact avec Jean Lecam, Thomas Ruyant, j'ai réussi à me rebâtir un peu personnellement, à reprendre un peu confiance dans le bateau, à doubler Jean Lecam. Ça a été positif avant de rentrer dans les mers du Sud. Les mers du Sud, un univers dans lequel Jean-Pierre s'aventure toujours avec plaisir et humilité. Mais alors que l'alchimie opère et que le Niçois est en osmose avec sa machine, il commet une faute qu'il qualifie d'impardonnable. Je suis rentré dans la zone des glaces de façon accidentelle finalement, en tout cas pour moi. Et j'ai dû revenir en arrière au près à tirer des bords pour repasser le point. Et évidemment, je m'en suis voulu. Et la haine d'avoir commis cette erreur. Je voulais envoyer un petit message aux amis et sponsors pour m'excuser sur l'incroyable effet d'hier dont ça rapporte des glaces. Voilà, maintenant la course continue, il y a encore des opportunités. Donc, en positif, on va de l'avant. Vexé, Jean-Pierre encaisse le coup,
redresse les épaules et remet du charbon pour reprendre sa progression vers l'est. 7e, à la poursuite de Yann Eliès, triple vainqueur de la solitaire du Figaro, qu'il entend lui aussi mettre dans son sillage. Il y a le gars Jean-Pierre qui est derrière à 20 nœuds. Il m'a l'air énervé. Je pense qu'il doit avoir bien les boules de rentrer dans cette zone de glace. Il a envie de nous croquer. Alors Jean-Pierre, on va pas se laisser faire. Si le message de Yann est clair, la détermination de Jean-Pierre l'est tout autant, même s'il refuse de jouer les têtes brûlées lorsque la sagesse impose de lever le pied, comme en témoigne son détour par le détroit de Bass pour éviter une dépression d'une rare violence au sud de l'Australie. C'est un hélicoptère qui me survole au nord de Hobart, au nord de la Tasmanie. Regardez, c'est assez incroyable. Passage de Bank Street. Beaucoup de vagues, très impressionnant. Là, vous pouvez voir la Tasmanie. Et là, les îlots du Furneaux Group. La décision d'aller en Tasmanie, ça a été un moment très fort. J'ai pris le risque et je pense que ça a été une bonne option parce qu'elle m'a permis de rester en course, de rester actif et puis de me positionner à la fin de l'option au vent de Jean et de Yann pour prendre un front et dégager devant eux. Donc ça a été au final un moment bien géré. Audacieuse, cette option s'avère payante puisqu'elle va permettre à Jean-Pierre Dick de doubler Yann tout en préservant son bateau avant l'entrée du Pacifique. Dès lors, il ne va cesser de creuser l'écart. Entré 10e dans l'Indien, il va gagner 6 places dans les mers du Sud. Et malgré une bulle sans vent inopinée qui va lui faire perdre une grande partie de son avance avant la pointe de l'Amérique du Sud, il passera son 5e Cap Horn en 4e position. Oui, mesdames et messieurs, c'est bien le Cap Horn que vous avez derrière vous. Vous voyez ce petit caillou là que je vise depuis un mois. Enfin la délivrance, on retourne à la maison. 5e passage pour JP. On va fêter ça dignement. Le champagne en fête, vieux moi. Avec la poupoule. Ça peut être un peu mouillé, mais bon, allez. Réussir à passer là-bas après un mois de souffrance et de difficulté d'humidité, de vie difficile, voilà, c'est un moment très fort de passer ce rocher pour la 5e fois, ce qui est même assez incroyable. Ouais. Si contourner le rocher dur est synonyme de délivrance, c'est une longue bataille qui commence pour Jean-Pierre Dick. En manque de réussite dans la remontée de l'Atlantique, le skipper de Saint-Michel-Virbac va devoir redoubler de finesse pour préserver une 4e place jalousement convoitée par 2 des meilleurs figaristes qui soient. Grosse option avec Jean-Le et Yann. Voilà, ça me laisse un peu perplexe, je ne sais pas du tout ce qui va fonctionner. En tout cas, je suis parti sur mon option et espérons que ça fonctionne. En tout cas, ça va moins vite pour moi en ce moment et c'est pas facile à tenir comme position. Wait and see, comme on dit. Et décalé plus à l'ouest que Yann et Jean pour contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène, la tentation est grande de suivre l'option choisie par 2 experts de la régate au contact. Mais JP reste fidèle à son premier choix et sa patience sera récompensée. Un temps distancé au classement, il récupère sa 4e place et s'offre même un temps record de 13 jours, 3 heures et 59 minutes entre le Cap Horn et l'équateur. Mais le vent le piège à nouveau dans l'Atlantique Nord, à hauteur de Madère, puis des Açores. Pétole, quand tu me tiens. Ah, pétole, quand tu ne me lâches pas. Une fois de plus, JP tâche de garder le sourire, même s'il voit fondre son avance comme neige au soleil. Tenace, il met tout son cœur et toute son énergie à préserver son avantage, et rien, pas même une mauvaise chute, n'auront raison de son abnégation. Bonjour, je suis tombé pendant une manœuvre ce matin et voilà, vous voyez, je me suis bien éraflé la figure dans les filières là. Et donc on a pensé à ça, ce petit truc, c'est une agrafeuse.
Je vais essayer d'agrafer la plaie là, vous voyez cette plaie là, ici là. Vous voyez ces agrafeuses, c'est appliquer tout seul, c'est pas évident parce qu'on voit pas bien. En plus avec la mer, c'est pas évident. Donc là je m'en suis foutu un carrément à côté, l'autre dans la plaie, et il y en a un que j'ai bien mis. Donc on peut pas dire qu'il y a un taux de succès très important. J'ai eu beaucoup de chocs. Les bateaux sont assez brutaux, très physiques, avec ces voiles à portée. Bon, aussi ces coups d'arrêt dans les vagues, il y a un côté vraiment un engagement physique très important. Voilà, le bonhomme souffre. Et là, je ne pensais pas du tout, mais je me suis pesé et j'ai perdu 5 kilos, ce qui me subjugue parce que je pensais avoir un peu pris de poids parce que j'ai beaucoup mangé mes lyophilisés en question. Je compensais les aliments plaisir, les chocolats, tout ça, et j'ai perdu 5 kilos, quoi, hein. Donc effectivement, j'ai beaucoup donné. Finalement, après 80 jours d'une course dans laquelle il aura commis des erreurs, mais n'aura jamais fléchi face à l'adversité, Jean-Pierre franchit la ligne d'arrivée le 25 janvier à 14h47, en 4e position. Yann Eliès, lui, termine 1h25 plus tard, soit le plus petit écart jamais constaté dans l'histoire de cette course légendaire. Je voulais vraiment cette 4e place parce que je me suis battu pour pendant quasiment deux océans. Et ce qui est sûr, c'est que ce Vendée Globe n'est pas un échec. Voilà, j'ai réussi contre l'adversité à me surpasser, et ça, c'est une réussite. Et passer cette ligne, ça a été un moment de soulagement et très important. Le Vendée Globe, c'est la capacité à se surpasser et la force mentale qu'il faut pour terminer et gagner une course comme ça, quoi, hein. Ce combat avec l'océan, ce combat avec moi-même, il est très fort et on aboutit à quelque chose d'exceptionnel qui fait rêver les gens, qui mérite d'être vécu. Et pendant ces 16 ans, ces 4 courses auront marqué ma vie, m'auront façonné, mon mental sera définitivement marqué par ces 4 courses, quoi, hein. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup.